Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 128, combiné performance et santé, collaboration des équipes de soutien intégrées et physiologie du sport au féminin avec François Buzen, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Je fais ça parce que ma mission personnelle, c'est de contribuer à la performance et au bien-être de toutes les intervenantes et tous les intervenants francophones en sport et activités physiques. C'est donc la mission numéro 1 du podcast et c'est aussi une mission que je tente d'accomplir en tant que professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais et comme conseiller au développement des entraîneurs et des professionnels qui œuvrent dans des contextes de performance. Si tu es une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur de Temps d'arrêt avec Coach Frank, je t'invite à t'abonner et évaluer le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditrices et auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je te dis un gros merci et je t'invite à suivre Coach Frank PhD dans un mot sur les médias sociaux et à être en ami en partageant à un ami, be a friend, tell a friend, comme ils disent en anglais. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer à ton développement ainsi que celui de notre système sportif. Si tu es un membre ou une membre d'une équipe de soutien intégrée, si tu as besoin de mieux impliquer les kinésiologues, les préparateurs mentaux ou d'autres spécialistes dans la préparation de tes athlètes, si tu es fasciné par l'équilibre, performance et santé, et puis, si tu es impliqué dans le coaching d'athlètes féminines, l'épisode d'aujourd'hui va certainement générer des réflexions. Puis on est capable de parler de tous ces sujets-là, qui sont tous interreliés jusqu'à un certain point, parce qu'on a invité la bonne personne, c'est-à-dire qu'on a invité François Buzen. François a commencé sa carrière à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance en France, puis rejoint l'Institut national du sport du Québec en 2016, où il occupe actuellement la fonction de directeur des sciences du sport. François était chef des équipes de soutien à la haute performance, lead IST, et physiologiste principal pour de nombreuses équipes nationales en France et au Canada, et a fait partie de l'équipe canadienne de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et de l'équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Il est également un chercheur et consultant en sciences du sport pour les athlètes d'élite avec une spécialisation en physiologie sportive appliquée. Il a obtenu son doctorat en physiologie de l'exercice à l'Université de Toulon, en France, et est professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur le suivi des charges d'entraînement, les stratégies de récupération, le sommeil et la prévention des blessures chez les athlètes d'élite. Avant de se lancer dans la conversation avec François, qui est super intéressante, on doit remercier la production de cet épisode qui est présenté par Très Bon Point. Ayant la vision d'avoir les pieds sur le terrain et la tête dans les bouquins, Très Bon Point est une firme de consultation sportive qui offre du coaching, des ateliers et de la recherche appliquée par la communauté sportive. Là-dessus tout le monde, je vous dis un gros merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et surtout, je vous souhaite un bon podcast. François, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci, bonjour François, merci pour l'invitation. Je suis vraiment content de t'avoir. Une personne qui a un rôle influent au niveau du leadership de l'INS, l'Institut national du sport du Québec. Mais au-delà, moi, ça a été fascinant, la préparation pour notre conversation. J'ai regardé un peu tes publications, j'ai regardé tes travaux, puis plus j'avançais, plus je me découvrais, il a parlé de sommeil, il a parlé de physiologie du sport au féminin, il a touché à telle chose. Comme j'ai beaucoup de questions à te poser, puis je pense que ça va être un thème central là, pour les prochaines minutes. Mais là, on vient tout juste de terminer les Jeux olympiques avant que les Paralympiques commencent. C'est quoi un peu les projets centraux là, en cette période-là post-olympique? Qu'est-ce qui s'en vient de ton côté? Ce qui s'en vient d'abord, c'est le bilan. Le bilan des Jeux olympiques, ça c'est clairement quelque chose qu'on va être amené à faire. On le fait avec les sports, on va le faire en interne aussi. Il y a vraiment une phase un petit peu grise, floue là actuellement là, où il y en a qui vont prendre leur retraite, il va y avoir des changements d'équipe, il va y avoir sûrement beaucoup de mouvements. Et nous, l'idée, c'est de garder la tête froide là-dedans, là, puis de pouvoir faire toute l'analyse, essayer d'enlever l'émotion aussi sur beaucoup de choses, là, parce que c'est tellement quelque chose d'émotionnellement fort, les Jeux olympiques, dans tous les sens, là, avec des émotions positives, des émotions négatives, mais c'est tellement fort qu'à un moment, il faut qu'on arrive à enlever tout ça, puis que là, qu'on parte dans une analyse plus froide pour que le prochain cycle, il avance. Et puis ça, c'est les sports d'été, mais les sports d'hiver, on est en plein milieu encore, et puis on avance là-dessus, là.
Puis, tu sais, on parle des émotions, puis c'est difficile parce que le sport, une des raisons pour laquelle on aime ça, c'est parce que c'est émotif, tu sais. J'en parlais avec un de mes amis dans une ligue récréative, c'est comme le monde, il voudrait qu'on soit pas émotif pendant qu'on joue au soccer, au volley, mais les émotions puis le sport, ça va ensemble. Mais c'est important, justement, de faire des debriefs à tête froide. Mais là, en parlant d'émotions, si mes sources sont bonnes, tu as été marqué par les Jeux olympiques de Barcelone à ton tout jeune âge. Parle-moi un peu de ce qui t'a marqué des Jeux olympiques à l'époque des Jeux de Barcelone. Puis ça, c'est 1992, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est 92. Écoute, t'as bien fait tes devoirs là, c'est bon. Non, effectivement, à cet âge-là, j'avais 11 ans. Je suis tombé dans une famille fan de sport là. C'était pas leur métier à mes parents, mais investi en tant que bénévole. Depuis que en fait je les connais là, ils ont tout le temps été. Puis même mes grands-parents étaient bénévoles dans des clubs omnisports, notamment en gymnastique. Et en fait, c'était un peu une religion de regarder les Jeux Olympiques chez nous là. Ça faisait partie de ça. Puis ce dont je me rappelle vraiment, c'est 92. Il y a eu des exploits fantastiques. Il y a eu un concours fantastique, notamment, je pense que c'était au saut en longueur. Il y a eu vraiment des moments forts où là, je me suis dit, waouh, c'est génial ce qu'ils font. Et puis les certains athlètes français ont été particulièrement brillants à ce moment-là, dont Marie-Josée Pérec. Et en voyant ça, je me suis dit, ouais, non, mais c'est pas seulement des machines qu'on regarde et puis qui performent, c'est des humains qui arrivent à faire quelque chose d'exceptionnel à un moment donné là. Et je me suis dit, bah ouais, moi je veux essayer de participer à ça, je veux travailler dans ça. C'est sûr qu'au début, je me suis dit, je veux être athlète, je veux y aller comme eux. Très vite, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour moi là, mais qu'il y avait d'autres façons et une multitude d'autres façons de soutenir ça, d'accompagner ça et puis de participer finalement à cette fête ou à cette évolution de l'homme, de l'humain finalement là-dedans. Là. Puis de repousser les limites de l'humain, justement, tu sais, puis à chaque fois, on le voit, puis c'est intéressant comme des fois, on repousse les limites, tu sais, avec Usain Bolt qui va faire un 9,59, je pense, au 100 mètres, là, le record du monde, mais que là, tu sais, 10 ans plus tard, on est toujours loin là, de ce record-là, puis on n'est pas capable d'y retourner en tant que tel. Mais justement, comme tu as vu les Jeux olympiques de Barcelone, tu te dis, OK, moi, je veux en faire partie. Tu te dis, peut-être pas y en faire partie comme athlète, mais quand est-ce que tu as eu le déclic justement pour la physiologie puis tu t'es dit, OK, moi je vais aller en physiologie de l'exercice puis ça va être ça la meilleure façon d'accompagner des athlètes de haut niveau? Écoute, jeune, j'ai pas tout de suite pensé à la physiologie parce que je pense pas qu'il y a un gamin de 10 ans qui se dit tiens, je veux faire physiologiste. Donc, écoute, en fait, le processus, il s'est fait progressivement, finalement. Assez vite, je savais que je voulais aller travailler dans le sport de haut niveau. Je savais que c'était ça qui m'intéressait plus que le sport loisir ou le sport récréatif ou le sport à l'école. Donc, je pense que c'est vers 13-14 ans, là, il devait y avoir une journée du patrimoine en France, on appelle ça, où les associations, les lieux un petit peu historiques sont ouverts. Et puis, cette journée-là, n'importe quel citoyen français peut aller visiter, en fait, ces espaces-là. Et en fait, l'INSEP à Paris, qui est un peu l'équivalent de l'INS Québec, mais avec une histoire beaucoup plus longue, faisait partie des journées portes ouvertes, en fait. Et mon père m'a amené de Nantes à Paris, donc on est allé une journée ensemble visiter cet espace-là, et c'était vraiment un truc où je me suis dit, ouais, non, c'est génial. Ça, c'est génial. Il y a tous ces athlètes-là qui sont au même endroit, qui participent. Et puis surtout, je me suis aperçu que la performance, c'était pas juste l'entraînement. Il y avait des laboratoires, il y avait un espace médical, il y avait une cafétéria, il y avait un espace où ils pouvaient dormir, il y avait de l'école aussi à cet endroit-là. Donc là, je me suis dit, ok, la performance est vachement plus complexe et plus multifactorielle qu'on le pense là. Puis progressivement, j'ai fait Keen, j'ai suivi une trajectoire un peu plus classique et puis je me suis orienté vers la physiologie, un peu par élimination en me disant, ça j'aime moins, ça j'aime plus. Tu sais, j'ai progressé, mais par contre, j'ai toujours gardé un œil très curieux et très ouvert sur les autres disciplines scientifiques qui soutiennent ça. Donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à faire de la physiologie, un peu naturellement parce que j'aimais ça en fait, juste parce que j'aimais vraiment ça, quoi. Ouais. Mais j'aimais la physiologie, mais si je comprends bien, c'est t'aimais le sport de haute performance puis repousser les limites de l'humain. Ouais, avant tout. Clairement, en fait, j'ai l'impression qu'on est une espèce dans laquelle on peut toujours progresser, toujours avancer. Puis on parle du physique, mais ça peut être aussi mental, ça peut être émotionnellement, ça peut être sur un ensemble de facteurs là. Mais je crois pas qu'on soit proche des limites. Je pense qu'on est encore très loin de nos limites. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et pas forcément avec un apport technologique ou quoi que ce soit, mais parce que on se comprend mieux, on ajuste mieux, on est plus adapté à certaines choses. Je pense vraiment qu'on a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Puis moi, c'est ce qui me guide, c'est que je me dis, on n'est pas arrivé au bout là. Il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est super excitant. C'est vraiment très très excitant.
Mais qu'est-ce qui te fait dire que justement on est loin des limites? Parce que je regarde, mettons, justement, je reprends l'exemple du 100 mètres, puis je prends souvent cet exemple-là parce que c'est simple à comprendre, comme c'est simple comme performance, ça a l'air simple. Mais tu sais, on est à 9,8, on est à 9,59. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on est loin des limites de la performance? Ben, je pense qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Déjà, un nouvel athlète, un athlète au profil différent. On est quand même pas mal. Pendant des années, on cherchait un peu la copie conforme. On cherchait la personne qui servait comme Sampras au tennis. Puis on voulait que tous les petits, les jeunes tennisman servent comme Sampras parce qu'ils servaient bien, ou comme un autre, etc. Puis maintenant, on commence à vraiment s'éloigner de ça, à plus respecter l'individualité, à aller regarder différentes stratégies pour y arriver. Et en fait, l'exemple du 100 mètres, c'est pas mal ça. C'est que j'ai l'impression, puis je suis pas un gros spécialiste du 100 mètres, mais j'ai l'impression qu'avant, on avait à peu près les mêmes modèles d'athlètes, là, tu sais, très musculeux, très tonique, 1m75 à peu près en moyenne de taille. Puis là, il y a Usain Bolt qui est arrivé, plus grand, avec une colonne de travers, des choses un peu différentes qui ont contraint probablement son entourage à l'entraîner un petit peu différemment. Il avait des qualités exceptionnelles, hein, ça c'est indéniable, mais en plus, il s'est entraîné correctement par rapport à ses qualités. Puis ça a donné ce que ça donnait. Donc je me dis que si ça arrive avec cette personne-là, ça va certainement arriver avec d'autres, et ça arrive avec d'autres. On regarde, les records continuent d'augmenter, alors peut-être avec des gaps moins importants, mais ils continuent d'augmenter, alors même que parfois on enlève des technologies qui avaient amené ces records dans le passé. Donc c'est assez impressionnant, et puis c'est une sorte d'optimisme que j'ai là-dedans, là, mais je pense qu'on peut toujours un petit peu faire mieux, en prenant en compte vraiment toutes les sphères aussi de la performance. Encore une fois, c'est pas que le physique, là, il y a beaucoup de choses là. Ben, tout à fait. Puis l'exemple que tu donnais, tu sais, de Usain Bolt puis du 100 mètres que je t'ai amené en bout de ligne, c'est comme si on y allait par tradition vers l'athlète de 1m75 qui a tel type de musculature et tout ça, mais que finalement, on se rend compte qu'on fait différemment. Mais c'est vrai que j'ai l'impression jusqu'à un certain point qu'on est peut-être plus en mode exploratoire à travers la plaine en ce moment, plutôt que de s'enfoncer juste dans le même côté. Puis ça reflète un peu, ça a un lien avec ton parcours. Ton parcours est très transversal, même si on pense à physiologie quand on voit ton CV, quand on voit tes publications. Mais justement, l'intérêt pour les connaissances transversales, comme dirait Fabien Bejean, ou l'intérêt pour les différents profils, parce que juste on regarde Audrey Leduc au 100 mètres, quand je l'ai vu performer pour la première fois, j'ai dit, OK, la musculature, elle est moins imposante que ce qu'on peut voir traditionnellement chez les athlètes, ou ce qu'on peut voir avec Sha'Carri Richardson, par exemple, là, si je ne m'abuse pour le nom. Puis ça, c'est quand même intéressant. Puis même André Degrasse, qui n'a pas la musculature qu'on pouvait s'attendre peut-être, on ne retournera pas nécessairement aux années 90-80, parce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent la musculature, mais il y a quand même pas le profil type d'un athlète qui est médaillé au 100 mètres en termes de musculature. Ouais. Non, je partage complètement cet avis, puis avec Fabien, on s'entend d'ailleurs très bien sur ces points de vue-là. C'est-à-dire que je pense que la richesse de la mondialisation, finalement, dans nos disciplines, c'est qu'on s'ouvre à beaucoup d'autres cultures, beaucoup de façons de faire. On a des coachs qui voyagent énormément, des staffs scientifiques qui voyagent énormément, qui vont coacher dans d'autres pays, qui reviennent, etc. Donc il y a un mélange aussi culturel d'approche qui fait que on dit ok, il n'y a pas qu'une façon de faire. Clairement, il n'y a pas qu'une façon de faire. Il en existe beaucoup, beaucoup. Puis c'est le mix de tout ça, l'enrichissement. Et après, la capacité à chacun aussi de lire l'athlète et puis de voir ce qui va fonctionner avec cet athlète. Parce que, tu sais, il n'y a pas de recette là. Je haïs ça, les recettes toutes faites là. Alors, pour du loisir, ça marche très bien. Là, tu sais, on peut amener un bon niveau au loisir grâce à des recettes, ça marche très bien. Mais pour du haut niveau, c'est pas vrai que la recette fonctionne à tous les coups là. Elle va probablement fonctionner une fois, mais tu peux la répéter derrière, ça marchera pas. Il va falloir la réadapter. Donc c'est ça, c'est cette complexité, être capable de s'inspirer de beaucoup de choses différentes là, puis que ça peut être complètement en dehors du milieu du sport également là. C'est à mon avis très riche. Puis c'est ça qui me dit qu'on va pouvoir continuer d'augmenter les performances des athlètes dans le temps là. Puis justement, je voulais t'amener à parler un petit peu de ta recette, mais avant ça, je veux faire un commentaire éditorial parce que tu as touché quelque chose que je viens de réaliser. Je pense que j'ai jamais dit sur le podcast, je sais pas trop combien d'épisodes, mais c'est que, puis j'en parle parce que j'en parle dans le chapitre 2 de ma thèse quand je m'attarde aux théories de l'apprentissage, c'est qu'il y a comme une aplatisation de la planète. En français ou en québécois, la Terre, elle devient plate. C'est-à-dire qu'on réduit les frontières. Ça devient plus facile de parler aux différentes personnes à travers la planète. Fait qu'il y a moins de montagnes à passer, là, au sens figuré, bien entendu, pour parler à quelqu'un en Chine. Il y a moins de distance, il y a moins d'efforts à faire pour parler à quelqu'un en Afrique du Sud. Et ça fait que c'est plus facile d'accéder aux connaissances puis d'explorer différents endroits. Exactement. Ceci étant dit, de l'aplatisation de la planète, là, on n'est pas dans des conspirations aussi de la Terre plate non plus. Là. On ne rentre pas là-dedans aujourd'hui. Mais ceci étant dit, quand tu parles de ta recette,
il y a un de tes collègues qui était très élogieux par rapport à l'orientation. Bon, je vais dire que l'orientation, c'est un peu ta recette que tu veux donner dans ton rôle de directeur des sciences du sport, là, si je ne m'abuse, avec l'Institut national du sport du Québec, parce que vous voulez vous attarder, vous voulez des athlètes qui performent et qui sont en santé. Est-ce que c'est bien ça? Puis parle-moi donc un peu de cette vision-là, parce que je trouve ça intéressant. Puis moi, personnellement, avec les histoires que j'ai entendues autour de moi, que ce soit d'athlètes d'équipe nationale, d'athlètes professionnels, d'entraîneurs d'équipe nationale, ça me touche beaucoup. Puis je pense que c'est vraiment important puis c'est vraiment délicat. Fait que, est-ce que j'ai bien compris? Puis parle-moi un petit peu de la vision que tu veux apporter justement à propos de Effectivement, ça. tu as tout à fait compris. C'est vraiment quelque chose qui, chouette sur lequel on se démarque là-dessus. Qu'on mette des moyens, aussi bien humains que financiers, qu'on mette l'accent et puis on prenne des engagements là-dessus, de se dire que pour moi, un athlète qui a une belle carrière, ça, c'est pas l'objectif unique. C'est-à-dire que j'aimerais bien également que dans sa carrière et son post-carrière, il soit heureux. Il soit heureux de son expérience passée dans sa carrière, parce qu'il a accompli des choses qu'il souhaitait accomplir, parce que il a vécu des victoires très agréables et il est passé au travers de défaites, mais en ayant ressorti quelque chose de valorisant. Il a probablement créé un tissu social, un réseau également qui l'intéresse. Puis son corps soit en pleine santé, c'est-à-dire qu'il termine et il est capable de courir encore pendant 30 ans ou 40 ans sans devoir se faire mettre 3 prothèses de hanches, de genoux, etc. Il est capable, 10 ans après, quand il revient sur ce qu'il a vécu, de pas se dire « Ah, mais ça, cette situation n'était pas normale » ou « Il n'y aurait pas dû se passer ça ». Il est confortable avec tout ça et que ce passé il soit bon. Donc c'est vraiment ça qu'on veut essayer de faire, c'est-à-dire que apporter, nous, dans notre quotidien, les moyens à ce que l'on puisse prévenir éventuellement des dérives, s'il y a des dérives, qu'elles soient santé, mentale ou quoi que ce soit, qu'on soit également capable d'accompagner l'athlète là-dedans et de pouvoir avec l'athlète avoir un contrat honnête en fait avec l'athlète sur on va débuter là, on va essayer de t'amener là, et puis il y a plein de chemins possibles, mais derrière tu seras heureux de ce que tu as vécu. Puis nous aussi, on sera heureux de ce qu'on aura fait vivre et de ce qu'on aura réalisé comme travail avec eux. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que avoir un athlète qui est durable dans le temps, pendant sa carrière d'athlète élite, mais également sa future carrière de personnes humaines tout simplement là. Mais pourquoi c'est important pour toi? Parce que tu sais, tu aurais pu prendre 46 000 orientations différentes. Tu aurais pu dire, OK, la performance numéro 1. Pourquoi ça te touche particulièrement? Parce que j'aime les défis. Et je pense que c'est un défi. C'est pas si simple là, tu sais. En fait, il y a quelque chose qui m'avait marqué, je pense que c'est dans les années 90 à peu près, 2000 là, et puis je m'en suis aperçu après, c'était pas forcément au moment où je m'en suis aperçu, mais il y avait comme un peu deux façons d'arriver à la performance. Il y avait la façon 11 DOP, qui étaient certains pays qui ont pris cette tangente-là, puis c'était institutionnalisé presque, et puis c'était comme ça. Et puis une façon qui a été de se dire, nous, on va pas choisir cette façon, on va être plus créatif. On va chercher d'autres manières de malgré tout rester dans la compétition et pouvoir être à ce niveau-là. Sur la performance, je dirais durable, ou la performance en santé, etc., c'est un peu le même défi pour moi. C'est-à-dire que oui, la solution facile, ce serait de se dire, je prends plein de gens, puis celui qui craque pas, je l'amène en haut de la pyramide, et puis il fera le temps qu'il fera, mais au moins on aura coché les cases, on aura sûrement des médailles, et puis c'est tout. Derrière, qu'est-ce qu'il arrivera avec lui? C'est pas mon problème. Mon problème qui m'intéresse, c'est que sa médaille. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant et c'est un défi beaucoup plus enrichissant. Et puis, je pense qu'on sera beaucoup plus gagnant à long terme là-dessus si on se dit, OK, on va arriver à être performant. Parce que l'idée, c'est pas de ne pas être performant. L'idée, c'est de continuer à être performant et d'être le plus performant possible, mais avec une approche différente, en essayant de se dire, OK, mais on veut qu'il y ait tout un tas de choses qui soient aussi bonnes pour l'athlète et que tout le monde soit vraiment heureux de l'expérience et continue par la suite. Mais c'est pas facile, c'est un vrai défi, c'est pas la voie la plus simple, c'est certain, mais je pense que ce côté de défi, il nous intéresse tous, puis je suis pas le seul à soutenir ça, là, on est plusieurs à se dire, OK, ça vaut le coup d'aller là-dedans, là, mais clairement, c'est pas gagné, hein. Il y a quelques montagnes à traverser pour ça, là. Ouais. Puis, c'est quoi les grands défis, justement, que tu relèves par rapport à ça? Écoute, il y a déjà un défi presque culturel dans pas mal de sports là, no pain no gain. Là. Tu le connais aussi bien que moi là. On l'entend beaucoup. C'est encore très ancré dans les esprits. Et je te dirais que oui, c'est un peu minoré. C'est que
Aujourd'hui, on est capable de dire, OK, l'athlète est blessé, il s'arrête, il prend le temps pour récupérer et ça rien. Mais ce, je trouve, sur lequel on a encore beaucoup de travail à faire, c'est l'athlète n'est pas à 100% de sa santé. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour continuer à l'entraîner ou quoi que ce soit? Donc, c'est-à-dire que pour moi, mon objectif, c'est d'arriver à ce que chaque entraînement, chaque jour, l'athlète soit à 100% de ses capacités physiques, mentales, tout ce qu'on veut là, pour pouvoir s'entraîner. Parce que je pense que si on passe beaucoup plus de temps à 100% de ses capacités, à la fin, la performance va être meilleure. Je suis quasiment certain. Et en plus, le bénéfice pour la vie future sera aussi meilleur. Mais très souvent, tu sais, tu t'entraînes, j'ai une petite douleur, j'ai un petit bobo, je vais m'entraîner à 60%, mais je vais quand même le faire. Donc, comment on peut être meilleur là-dessus en anticipant, en bricolant là-dessus, en trouvant des solutions pour pouvoir être plus efficace à ce niveau-là? Est-ce que, juste pour clarifier, parce que là, tu parles de petites blessures, là, je veux dire, peut-être que c'est moi qui est centré un peu sur mes activités, mais je peux pas m'empêcher de penser de ma blessure au genou. Est-ce que tu dis, en même temps, que si j'étais un athlète de 35 ans, là, je suis un peu vieux pour être un athlète, bientôt je pourrais plus dire ça. Je suis clairement plus un athlète pour ceux qui se posent la question. Mais ceci étant dit, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que, OK, t'as une blessure au genou, on devrait pas s'entraîner dès qu'on a un petit bobo, ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. C'est autre chose dans le sens où, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que tu n'aies pas cette blessure au genou. Et qu'on te prenne en amont et qu'on s'assure que dans le parcours pour arriver jusque-là, puis du coup, ça veut dire que ça commence pas que quand on récupère les athlètes à l'INS, c'est bien au-delà, c'est dans les crèmes, c'est dans les écoles, c'est tout ça, c'est vraiment plus large, dans l'éducation physique aussi qu'ont les personnes. Mais c'est de se dire comment on détecte, comment on individualise, comment on change un petit peu les méthodes d'entraînement pour éviter d'avoir cette blessure. C'est sûr que j'enlèverai pas le choc qui peut arriver, on peut pas tout prévenir, ça faut pas être fou là-dedans, mais il y a quand même beaucoup de blessures d'usure, de maladaptation, de non-individualisation qui pourraient être évitées. Puis, tu sais, on parle encore une fois de blessures physiques, mais il y a aussi les blessures mentales ou les blessures à ce niveau-là. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, quand tu parles de, être à 100% le plus souvent possible, 2, ben en fait, 1, ça c'était 2, et puis 1, ça serait d'avoir des athlètes qui performent et qui sont en santé. Moi, j'entends déjà des personnes, tu sais, comme monter aux barricades puis dire, comme, attends un peu, là, c'est impossible. Puis, moi, la question que je vais te poser, puis je vais continuer à préfacer avec ça, c'est qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Parce que je le sais, puis il y a une partie de moi, je vais dire un 20% de Frank de 2024, peut-être un 70% de Frank en 2008, qui dirait que pour se rendre au plus haut niveau, atteindre une performance olympique, c'est quasiment impossible d'être en santé parce qu'il faut que tu repousses les limites de la performance humaine. Puis de repousser les limites de la performance humaine demande nécessairement de tester puis d'aller voir c'est quoi, tu sais, si le 100 d'aller voir qu'est-ce qui est quasiment impossible de faire. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que c'est impossible d'aller chercher des médailles d'or, mais d'être en santé en même temps? Écoute, je renvoie à l'exemple sur le dopage. Dans les années 2000, j'entendais des gens dire que c'est impossible de gagner en haltérophilie sans se doper. Je l'entendais à cette époque-là. Et puis, il y a des coachs qui se sont dit « Non, on va être plus créatif, ça va peut-être prendre plus de temps, on va trouver d'autres façons, mais on va y arriver. » Puis aujourd'hui, je suis sincèrement convaincu qu'il y a des athlètes qui gagnent en haltérophilie sans être dopés. C'est un peu la même chose là. C'est-à-dire que sur cette portion-là, oui, le réflexe va être de dire c'est sûr que ça va être compliqué puis que ça va être très très dur, voire impossible d'aller gagner une médaille d'or sans avoir des bobos, sans avoir des passages vraiment compliqués au niveau santé. Mais encore une fois, c'est un défi où je pense qu'on peut y arriver. Je pense que la science est suffisamment mature, suffisamment complète. On avance énormément dans la compréhension de tout ce qui peut accompagner l'athlète en allant beaucoup plus largement que le simple physique et mental. Là, on est sur bien d'autres aspects. Puis que c'est une culture à changer. C'est aussi une culture on avance dans un système où on va reconnaître que l'athlète a sa voix au chapitre aussi là et va pouvoir nous renseigner et qu'on va avoir des retours. Et puis il y a aussi tout ce qui est technologie. La technologie nous renvoie énormément de retours qu'on n'avait pas avant. Si je prends juste la course à pied, maintenant on a des capteurs partout et ces capteurs nous donnent à la fois des données mécaniques, des données physiologiques, il y a vraiment plein de choses et on peut s'appuyer sur certaines choses pour adapter derrière des comportements et se mettre moins à risque. Le risque zéro, clairement j'y crois pas là, il y aura pas de risque zéro au bout d'un moment, mais je pense qu'on peut le diminuer fortement. Puis tu sais, encore une fois, c'est une probabilité qu'on va chercher à avoir là et essayer d'améliorer ça là. Ouais. Ben, tu marches dehors, puis il y a un risque. Il y a un risque de blessure juste Exactement. À marcher sur le trottoir. Bon, il y a plus de risques si t'étais à Montréal que si t'étais à Gatineau, puis encore plus que si t'étais à Saint-Georges-de-Beauce, pour ceux-là qui comprennent tout ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis ça, je pense aussi que... Puis t'as touché à un mot-clé, selon moi, qui est au centre de mes réflexions en ce moment, c'est la créativité. Puis oui, il y a les
propositions de Véronique Richard puis tous les commentaires qu'elle a fait sur le podcast. Mais il y a aussi le fait d'être créatif dans ses interventions, créatif dans la stratégie que tu vas déployer et de le co-créer aussi également. Tu sais, si on amalgame tout ça, je pense que le mot-clé de ce que tu as dit, c'est d'être créatif parce que, tu sais, à certains moments, on fait face à un problème. Puis on se dit, si on va avoir du succès, là, il faut absolument se faire couper d'une équipe. Puis si laquelle il se fait couper d'une équipe, ben là, il va être vraiment motivé comme Michael Jordan, puis là, il va se rendre au plus haut niveau. Mais attends un peu, on parle de Michael Jordan, mais LeBron James, lui, il s'est fait couper d'une équipe. Et le point avec ça, c'est juste que des fois, on s'accroche à un exemple dont on a entendu parler abondamment, qui est recirculé abondamment sur les médias sociaux, n'importe où, dans le folklore populaire, puis on s'accroche à ça. Mais des fois, c'est important de juste arrêter puis de dire, OK, t'as peu, y a-tu d'autres exemples qui ont réussi justement de la bonne façon? Parce qu'au cyclisme, on peut parler de Lance Armstrong, mais après ça, on peut parler de Tadej Pogacar, qui est probablement plus propre, mais là, ça va nous amener à un autre sujet par rapport à ça, où est-ce que je vais aller dans quelques instants. Mais avant je veux juste boucler la boucle sur le développement durable. Où est-ce que tu vois un peu... C'est quoi la vision dans 10 ans, justement, là, comme on se réveille en 2034? Où est-ce que tu aimerais qu'on soit rendu en termes de haute performance dans la structure québécoise? Écoute, je pense que si on continue... J'aimerais qu'on ait un environnement qui soit dynamique en support des athlètes. Dans le sens dynamique, c'est-à-dire que... si on est capable d'avoir des structures, des équipes, des gens qui sont à même de répondre à des besoins ponctuels des athlètes de façon dynamique. C'est-à-dire que, je vais te prendre un exemple, par exemple le préparateur physique qu'on embauche et puis qui va être le préparateur physique de l'équipe pendant les 5 prochaines années, avec tout le respect que je dois à ce préparateur physique, c'est pas vrai qu'il a toutes les connaissances pour adresser toute la préparation physique avec ce groupe-là. Puis c'est correct, c'est comme ça. Mais par contre, être capable de jongler avec des équipes en se disant, à ce moment-là, je vais avoir besoin d'un préparateur physique qui est plus performant en yoga, par exemple. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui est plus performant sur la prévention des blessures. Quelqu'un qui est super bon dans l'affûtage. Tu sais, je vais prendre ça. Puis en fait, avoir un référentiel, une base de données, des gens sur lesquels on peut s'appuyer de façon transdisciplinaire avec une capacité pour ces gens à avoir de l'humilité, à pas garder pour eux vraiment la connaissance ou les athlètes en tant que tels. Je pense que là, si on arrive là dans 10 ans, tu vas avoir quelque chose de plus transversal, plus transdisciplinaire, mais même au sein d'une même discipline, là, on sera vraiment gagnant. Parce que l'athlète, probablement qu'il pourra aller piocher, puis faut voir comment organiser ça correctement là, mais pouvoir aller récupérer les ressources dont il a besoin au moment. Ça n'empêche pas qu'il y ait un lien qui doit se faire entre tout le monde de façon importante, mais ça, à mon avis, si on arrive dans les 10 prochaines années à avoir ça, ce serait ça. Et c'est pour ça que je parle d'équipe dynamique, c'est-à-dire que c'est pas une équipe statique que tu as en début de saison puis qui est figée jusqu'à la fin de la saison ou pour les prochaines saisons. Mais c'est une équipe qui va avoir des leads, oui, qui va avoir des gens qui vont organiser tout ça, mais qui va reconnaître qu'il y a d'autres expertises à aller prendre, il y a des besoins ponctuels pour pouvoir justement rentrer plus dans l'individualisation de l'athlète. Donc, je pense que c'est une des avenues qu'on pourrait envisager dans 10 ans. Là. C'est un bon défi d'organisation parce que ça prend une flexibilité, ça prend des gens qui sont capables de se rendre disponibles à gauche puis à droite, qui sont capables de s'intégrer rapidement dans un dossier. Puis quand tu dis ça, pour moi, ça me fait penser à l'importance de prendre des notes puis d'être capable de bien synthétiser l'information sur, OK, on travaille avec Jonathan Trudel, Jonathan, il y a tel défi, Valérie Potvin, elle a tel défi, il y a tel jeu qui se passe, voici ce qui a été fait. C'est comme il faut être capable de faire un bon synopsis. Puis pour boucler la boucle, c'est quoi un peu, l'INS joue un rôle important, mais je sais, parce que tu me l'as déjà dit justement, que pour toi, c'est important que tous les membres dans la société, qu'on soit à Québec, à Gatineau, en Outaouais, à Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme tout le monde a son rôle à jouer. Comme qu'est-ce qu'on doit mieux faire, peut-être en tant que système global, pour tous travailler ensemble à réaliser cette vision-là? Écoute, je pense qu'il y a déjà un bon alignement là. Il y a des projets, il y a des financements qui sont pour supporter tout ça. Le réseau est de plus en plus vaste, de plus en plus établi et reconnu, que ce soit l'INS, les CREM, les structures locales, les clubs aussi. Donc il y a vraiment une dynamique là-dessus, je pense, positive. Ce que l'on peut améliorer encore, c'est améliorer la communication entre tous ces gens-là. Améliorer aussi juste savoir quelles ressources et à quel endroit, qui fait quoi, et puis que tout le monde le sache, pas juste un petit groupe à un endroit ou quoi que ce soit. Si on améliore ça, puis si on progresse là-dedans, je pense qu'on va être meilleur à la fin. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a de l'expertise partout. Il y a vraiment d'excellents experts
partout au Québec, puis pas qu'au Québec, mais il y a vraiment de l'expertise partout. Et puis, l'expertise n'est pas concentrée avec qu'un sport ou un autre sport. Donc, chaque sport peut apporter de l'expertise et on peut se nourrir de chaque sport. Donc, je pense que si on arrive à plus communiquer là-dessus, ce serait intéressant. Quelque chose que je vois pas énormément quand je comparais avec l'INSEP et puis que je suis ici, que je vois pas à l'INS en tout cas, ou à Montréal, c'est cette facilité d'échange entre les coachs de différents sports. Quand j'étais en France, il y avait énormément de moments qui étaient passés en fait à la cafétéria de l'INSEP. Là, tu sais, c'était très basique, très simple, très informel, mais il y avait vraiment un échange entre les coachs de différents sports qui prenaient leur café ensemble avec le coach d'haltéro, le coach de sprint, puis le coach de kayak. Puis à un moment, ils se mettaient à parler de force tous les trois, puis tu sais, ils parlaient, ils apportaient à chacun leur truc. Puis je pense sincèrement que ça nourrissait tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a nourri énormément. Et ça, ici, je le trouve un petit peu moins au Québec. On a moins ces opportunités, en fait, ces opportunités-là, quotidiennes et informelles, en fait. Je suis d'accord avec toi pour différentes raisons. Je suis d'accord avec l'idée générale, puis je pense que les causes sont multiples. Puis tantôt, tu as mentionné le terme, je crois, omnisport, des centres omnisports en France ou quelque chose qui ressemble à ça. Puis j'assume là, un peu l'orientation. J'imagine qu'il y a plusieurs sports qui sont dans ce centre-là, justement. Puis juste d'être capable d'être à la même place, parce que je pense que pour des bonnes et mauvaises raisons, on a tendance à être très centré sur notre sport. Au niveau culturel, les coachs de hockey parlent aux coachs de hockey, les coachs de judo parlent aux coachs de judo, etc. Mais aussi, à l'intérieur des sports-études, quelles ressources qu'on a ou quel capital, ou je ne sais pas trop le terme exact, de dire « Hey, on a 23 sports qui sont tous centralisés autour d'une même école. Comment ça? Est-ce qu'on n'est pas capable de se rencontrer peut-être une fois par mois, 2 fois par mois, de façon décontractée, juste pour jaser? » Puis là, je pense qu'il faut faire un effort ou être plus créatif, comme on dit, pour créer des espaces où est-ce que ces gens-là ont un lieu de rassemblement. Parce qu'il y a plusieurs contextes dans la société québécoise, puis même juste dans la francophonie en général, qui seraient propices à créer ces échanges-là, mais qui sont juste pas utilisés. Puis, tu sais, si on est en gymnastique, on a peut-être 6 centres de gymnastique dans notre région, mais c'est pas vrai. Pas une fois par année, on va parler au coach de patinage artistique, on va parler au coach de jiu-jitsu ou quelque chose comme ça. Puis alors que c'est une ressource qui serait tellement puissante pour les entraîneurs parce que, tu sais, puis je sais que dans ton rôle, toi, tu parles à différentes personnes, mais c'est comme moi avec le podcast, quand je parle à Marilyn Langlois, quand je parle à Glenn Hogue, c'est super intéressant de voir les liens qu'on peut faire, mais en même temps, il y a une co-création qui va se faire. Puis là, il y a certains de mes collègues qui sont pas surpris d'avoir entendu le mot co-création, mais je pense que c'est crucial. Puis ça, il faut peut-être être un peu plus créatif puis faire un effort de créer ces rassemblements-là. Puis d'ailleurs, je finis mon monologue après ça. Il y a deux de mes collègues qui sont allés au Brésil récemment, puis ils me disent, tu sais, là-bas, comme si on met de côté le football, parce qu'au contraire que les gens pensent, le soccer n'est pas aussi innovant au Brésil qu'on penserait, il dit, il y a plusieurs clubs multisports. Où est-ce que tu vas là, puis il va y avoir les enfants ou les athlètes vont s'inscrire, puis ils vont faire de la natation, ils vont faire de l'athlétisme, ils vont faire de la gymnastique, ils vont faire du tennis, mais c'est tout dans le même club. Donc, il y a comme une centralisation puis du partage entre athlètes, mais il y a aussi une centralisation puis du partage entre entraîneurs. Puis ça serait super puissant. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai trouvé tellement riche, là, le partage entre entraîneurs. Puis c'est ça, c'est pas évident de créer le contexte parce que je pense que c'est pas comme quand tu fais un congrès ou une conférence où tu invites les gens puis qu'ils sont obligés d'être là. Puis il y a cette nécessité d'avoir un côté non prévu, informel, où la discussion dérive là-dessus. Puis c'est là où ça s'enrichit. Puis 90% de la discussion va juste parler du beau temps. Et puis c'est très bien aussi, il en faut. Mais il y a des moments, il y a un 10% où on va gagner de l'information, on va gagner de la créativité, de la curiosité aussi par rapport à ce qui se fait. Puis c'est là où je pense qu'on fait des bonds assez importants là. Puis c'est pas parce que 90% de la conversation parle de la pluie et du beau temps et de l'actualité du Canadien de Montréal ou du Chelsea FC que c'est pas pertinent parce qu'on oublie souvent la loi de la puissance. Tu sais, la loi de la puissance, puis là, je sais pas si j'ai la bonne loi, tu vas me corriger parce que tu es clairement plus à jour au niveau des sciences du sport que moi, mais la loi de la puissance veut dire que la contribution, il y a des gens qui vont contribuer, 20% des gens vont contribuer 80% des publications sur les médias sociaux, mais c'est pas vrai que la personne qui fait une publication dans toute l'année, sa contribution n'est pas plus significative que le 80% que la personne a publié. Fait que, tu sais, peut-être que c'est 1% de la conversation, mais c'est ce 1% de la conversation auquel tu arrives parce qu'il y a eu une conversation décontractée qui peut tout changer sur la réalisation que tu fais par rapport à l'encadrement de ton équipe. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier que c'est le petit nugget, la petite bribe de 5 secondes des fois qui peut tout changer. Puis ça, il ne faut pas avoir peur de perdre son temps pendant 75 minutes pour arriver à ça. Là, je comprends des fois qu'on a des questions d'efficience, on ne peut pas perdre 75 minutes tout le temps, mais le côté décontracté est important.
Tout à fait. Ouais. Parlant de conversations décontractées, dans mes temps libres durant l'été, j'ai suivi le Tour de France et à chaque année, je tombe sur un podcast j'écoute un podcast tout au long du Tour de France qui résume chaque étape, qui est entre 3 journalistes qui aiment ça. Je vais dire de la M, je sais pas si je peux dire le mot en M sur le podcast, mais bref, qui aiment ça dire un peu n'importe quoi, mais ils finissent par des fois arriver à des réalisations super intéressantes. Puis dans un épisode de ce podcast-là, qui est fait par des journalistes qui suivaient le Tour de France, ont un lien avec les cyclistes, ils ont fait état d'un travail d'enquête journalistique, professionnel, qui a été fait sur l'utilisation du monoxyde de carbone dans le cyclisme. Là, moi, j'ai essayé d'investiguer un petit peu, je comprends certaines choses. Du monoxyde de carbone, là, on s'entend tout le monde, on parle d'une substance inodore, incolore, que si tu es exposé à ça de façon trop soutenue, ben, tu vas simplement en décéder, tu vas mourir. Là, de quoi on parle? Du monoxyde de carbone utilisé pour booster les performances dans le cyclisme. T'as-tu réussi? T'as-tu suivi ça un petit peu? T'en es où? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Je suis pas du tout un expert de ça là, mais ça m'a intrigué comme toi. En fait, je l'ai découvert d'une part au moment du Tour de France en lisant des articles sur. Je pense qu'ils sont pas nombreux à faire ça. De ce que je comprends au travers des articles, c'est vraiment réservé à un ou deux peut-être. Présupposément 2 équipes, je pense, voilà, maximum qui feraient ça. Je suis même pas sûr que tout le monde fait ça dans l'équipe là. Écoute, c'est des mécanismes qui sont utilisés dans bien d'autres situations. Et en fait, j'ai du mal à me dire que ça peut vraiment apporter quelque chose ou à avoir un avis tranché. Encore une fois, je suis pas expert, puis je pense qu'il y a des gens comme Nicolas Bourrel, par exemple, qui est spécialiste dans l'altitude, etc., qui pourrait probablement en dire plus là-dessus. Mais ça fait partie des petites choses que chacun cherche là pour essayer de gagner un poil de performance en plus. Ça reste que ça a l'air très contraignant comme technique quand même. Les risques visiblement dans ce que j'ai pu lire, en tout cas à ces doses-là, puis avec ces contrôles-là, ils sont quasiment inexistants là. C'est des procédures qui sont utilisées de façon régulière pour certains types de tests. Donc là-dessus, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose. J'ai l'impression que c'est un gros coup marketing là, c'est un gros coup médiatique, mais je suis pas convaincu. En tout cas, dans ce que j'ai pu lire dans les évidences, est-ce que ça apporte vraiment des gains ou quoi que ce soit? Il y a pas suffisamment de preuves ou pas suffisamment de littérature qui peut soutenir d'éventuels gains là-dessus. Mais comme je te dis, je suis pas le plus grand expert là-dessus, donc je préfère pas trop m'avancer sur ce sujet-là. Ouais. OK, parfait. Puis on n'ira pas trop loin, mais juste pour synthétiser, puis on invitera Nicolas Bourrel pour en parler davantage. Donc, tu vas tu vas faire ma job jusqu'à un certain point. Qu'est-ce qu'on essaie de faire au juste? Tu sais, comme moi, de ce que j'ai compris, c'est on va inhaler une certaine dose très minime de monoxyde de carbone pour simuler une certaine condition, puis après ça va aider à générer. Puis là, c'est là que je suis un petit peu mêlé dans tout ça. Ouais, en fait, c'est ça. Et puis, il faudrait que je reprenne exactement en détail, mais en gros, tu vas essayer de booster ta circulation sanguine avec ça. Tu vas essayer de booster tes capacités, une partie de tes capacités physiologiques liées à la circulation sanguine. Donc en fait, tu inhales une dose microscopique là, ou en tout cas qui est vraiment très faible, et puis tu t'attends à une réaction du corps à ça, et puis que cette réaction elle puisse te servir par la suite. Mais c'est là où il y a encore beaucoup de questions sur c'est quoi la fréquence, c'est quoi la quantité. Enfin, la quantité, ils le savent parce qu'en fait, ils s'appuient sur des protocoles qui sont utilisés en médecine pour aller tester. Donc, ils sont assez confiants sur la quantité. Mais les bénéfices sur du long terme, sur l'effet de la course, etc., ça, honnêtement, il semble y avoir des intérêts, il semble y avoir peut-être mais j'ai l'impression qu'on est vraiment à l'étape de supposition d'effets positifs pour du long terme, pour de la performance, surtout sur un grand tour, ça dure quand même, ça dure un moment là. Tout à fait. Beaucoup de kilomètres. Ouais, voilà. Moi, j'ai actuellement clairement beaucoup plus d'interrogations là sur ça là. Puis c'est certain que ça va faire partie de nos sujets de discussion à la rentrée avec les collègues quand tout le monde sera revenu des jeux là, avec les physiologistes, parce que j'ai envie aussi d'avoir leur son là-dessus, et puis peut-être qu'ils connaissent d'ailleurs des gens qui l'utilisent dans mon équipe là. Mais clairement, en tout cas, moi, je l'ai jamais entendu utiliser. Et je l'ai découvert à ce niveau-là. Et pourtant, je suis quand même pas mal de près toutes les petites nouveautés, les petites curiosités là. Donc, ouais. Tout à fait. Puis c'est pour ça que je voulais te poser la question. Puis moi, ce que je vais juste dire, puis une des raisons pour laquelle je voulais l'amener, c'était que
je voulais que les gens en entendent parler un peu d'une source crédible avant qu'ils entendent un petit peu des rumeurs ou des ébruitements un peu sur les médias sociaux, puis à gauche, puis à droite. Puis moi, la note éditoriale que je veux faire, c'est comme touchez pas à ça avant être accompagné par des scientifiques et d'avoir validé un peu tout ce que vous faites. Parce que des fois, ce qui arrive avec des choses comme ça, quand on relate une méthode, je veux dire, avant-gardiste, un peu qui est quand même qui a une certaine dose de risque, là, inévitablement, parce qu'on touche avec un gaz qui est potentiellement mortel, ben, les gens vont peut-être juste figurer et essayer de faire ça. Puis justement, les auteurs et les journalistes mentionnent que il y a un danger avec ça, parce que ça veut dire que si on commence à populariser l'utilisation du monoxyde de carbone, ben, les gens vont se promener avec des petites bonbonnes à gauche et à droite, vont ramener ça à la maison, puis là, il y a plein de pentes glissantes. Ouais. Donc, si vous entendez parler de ça, touchez pas à ça à la base. 2, faites affaire avec des physiologistes, des spécialistes de l'attitude, des gens qui sont habitués de travailler avec ces gaz-là, parce que là, on tombe... C'est là qu'il y a un peu la haute performance des fois. Tu sais, c'est comme un peu la Formule 1. La Formule 1, il y a moins de risques. Ben, il y a des risques pour les pilotes, mais il y a moins de risques quand tu expérimentes avec le carbone pour créer une pièce de voiture qu'il y en a quand tu expérimentes avec le monoxyde de carbone pour un gaz qui va t'aider à augmenter ta performance. Puis, tu sais, le sport de performance sert à driver l'innovation jusqu'à un certain point. Mais l'affaire, c'est que pas à cause que nous, on s'entraîne le samedi puis le dimanche qu'on devrait regarder toutes les innovations puis essayer de les intégrer tout de suite. Et ça, il faut faire attention. Puis c'est la raison pour laquelle je voulais l'amener sur le podcast à la base. Donc, informez-vous puis surtout, attendez que les études et les travaux soient davantage avancés parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a 2 des plus grandes équipes de cyclisme qui travaillent étroitement, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, avec des équipes scientifiques qui sont spécialisées là-dedans. Exactement. Et qui ont mis des heures et des heures de travail rigoureux là-dessus et qui, là, ils vont l'encadrer. Mais ça s'en vient potentiellement comme débat de société et débat de haute performance. Là. Exactement, puis ça va être mis à l'ordre du jour, je pense, des commissions antidopage, là aussi, parce que ça reste quelque chose d'externe, donc là, la limite, il y a toujours une limite éthique, mais c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que ces équipes-là, et particulièrement celles-ci, elles ont un encadrement scientifique qui est énorme. C'est-à-dire que les constantes sont mesurées en permanence. Donc quand il y a une ingestion d'un produit comme ça, ils mesurent tout pour savoir quelles sont les réponses. Là, chez nous, on n'est pas capable de faire ça là, donc tu sais, ça fait penser aux caissons hyperbares, à toutes ces choses-là là, où effectivement il y a l'utilisation à domicile parce que c'est censé améliorer la performance ou faciliter la reconstruction des tissus. Mais là, c'est pareil, c'est quelque chose, si c'est mal fait, ça peut vite être très 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 dangereux là. Donc il y a vraiment des précautions à faire, à avoir sur l'utilisation de toutes ces techniques, surtout quand ça touche quelques personnes dans un environnement très très contrôlé et très très précis là. Environnement très contrôlé, c'est bien dit. Et puis, tu sais, une des raisons pour laquelle tu es avec moi aujourd'hui, c'est parce que je veux qu'on discute des dernières avancées un peu dans le monde de la science du sport. Ouais. Puis, il y a une avancée qui a pas l'air d'une avancée, mais qui en est un aussi, c'est la prominence. Et tu parlais d'encadrement il y a quelques instants, comme le développement, puis je veux dire l'enrichissement de l'encadrement des athlètes de haute performance. Mais en conversation avec un de tes collègues, on partageait justement l'impression que le rôle des équipes de soutien intégré est souvent mal compris. Puis je pense que si je ne m'abuse, tu partages un peu la même opinion. Puis si c'est pas le cas, corrige-moi. Mais c'est quoi le rôle? Puis qu'est-ce qui est mal compris, à ton opinion, dans le rôle des équipes de soutien intégré? Parce que j'avais justement cette conversation-là hier. En fait, je n'y avais pas pensé. Avec un directeur des sports dans un milieu de haute performance. Puis on disait, tu sais, les entraîneurs qui travaillent avec ce directeur des sports-là, ils vont comme les consulter, puis ils vont écouter les spécialistes, puis après ça, ils vont retourner, puis ils vont faire leurs affaires. Comme, est-ce que c'est comme ça que ça devrait fonctionner? Puis qu'est-ce qui est mal compris si c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner? Puis vers où on devrait aller? Parce que ça, c'est une des grandes richesses, mais aussi c'était une des grandes inefficiences, je pense, de notre système sportif en ce moment, là, au niveau de la haute performance. Écoute, je pense qu'il y a 2 ou 3 vitesses là-dessus. Et puis ça dépend vraiment des coachs. Dans mon expérience, j'ai vécu à peu près tous les systèmes différents. Donc t'as le coach qui va être un peu la pièce centrale maîtresse qui va absolument tout contrôler, tout ce qui se passe, et puis décider par lui-même et appliquer avec sa compréhension de ce qu'il a comme information. Donc là, il peut faire appel à un physiologiste comme moi en demandant à ce qu'on l'accompagne ou à répondre à une question sur laquelle il se pose par rapport à l'entraînement, Il va l'utiliser.
mais il va la filtrer. Il va en faire quelque chose et puis il va l'appliquer de la manière dont lui il pense avec son contexte, avec sa vision. Ça pour moi, ça peut présenter un risque. Ça peut, pas systématiquement, mais ça peut présenter un risque parce que finalement, les experts et les équipes AST, ils ont tout un bagage quand même technique, un savoir derrière qui ne repose pas sur juste une ou deux lectures et puis des opinions. Donc normalement, si on est sérieux dans son travail, on se repose sur des faits, on se repose sur un savoir qui a été testé, mesuré, puis sur lequel on a eu une pensée critique forte aussi, ça c'est important. Et on est capable avec ça d'avoir derrière une recommandation ou une application ou un plan qui va pouvoir être le témoin de tout ça. Donc moi, ce qui peut parfois me poser problème ou qui me chagrine un peu là, c'est que quand on a des équipes AST, donc on a des gens très compétents et on utilise assez peu leurs compétences là-dedans. Et puis encore une fois, c'est pas tous les coachs. Il y a des coachs qui vont vraiment faire confiance. Moi, j'en ai vécu. Sébastien Cros, par exemple, au patinage de vitesse, j'ai toujours eu un excellent retour avec lui. C'est-à-dire qu'il fait vraiment confiance aux gens. Ça n'empêche pas que le coach, à la fin, il a le dernier mot. Il peut challenger, il peut questionner. Et puis il faut d'ailleurs qu'il y ait ça pour savoir comment. Mais à un moment, il se substitue pas à l'expertise de quelqu'un ou il se substitue pas à ça. Et je pense que pour moi, le coach moderne a cette capacité. C'est-à-dire que c'est un manager, c'est un gestionnaire, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir harmoniser tout ça, de pouvoir poser les bonnes questions, de mettre les objectifs, de mettre ces choses-là, mais en même temps qui reconnaît l'expertise. Et puis après, c'est aussi à l'expert de faire ses preuves et puis d'être comptable du résultat. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui, je pense, influence le coach. Si c'est toujours le coach qui saute parce que la performance n'est pas là, c'est pas juste en quelque sorte. C'est normal qu'à la fin, le coach veuille prendre toutes les décisions lui-même. Mais je pense que tous les experts AST doivent être aussi comptables dans leur secteur de la performance et ne doivent pas se cacher non plus derrière le coach à ce niveau-là. Et si on a cet équilibre, c'est là où je pense qu'on a quelque chose d'assez assez sain et puis assez performant à la fin. Mais c'est pas toujours le cas. Ça évolue, mais c'est pas toujours le cas. Puis c'est intéressant parce que tu mentionnes l'importance d'être capable de poser les bonnes questions. Aussi, en tant qu'entraîneur, il faut être capable de poser les bonnes questions, d'aller au-devant et de consulter ces personnes-là. Mais en même temps, de l'autre côté, on est aussi imputable en tant que spécialiste des résultats de la performance. Ouais. C'est comme on en parle à certains moments. Si tu veux être une des meilleures équipes au pays, est-ce que ton kinésiologue, ton préparateur, ta préparatrice mentale sont dans les meilleurs au pays? Tu peux pas t'attendre à avoir une équipe qui est dans les meilleurs au pays ou les meilleurs au monde si le staff que tu as autour de toi est aussi c'est de calibre, ils sont pas dans les meilleurs au monde. Fait qu'en bout de ligne, ça devient important de ce côté-là. Puis ça a l'air tranché, puis ça a l'air intense, mais c'est ça que c'est qu'en bout de ligne, si tu veux avoir les athlètes qui sont les plus performants au monde en santé, ça te prend des kinésiologues, des préparatrices mentales, préparateurs mentaux, nutritionnistes, qui sont dans les meilleurs au monde pour amener les athlètes à performer et à être en santé. Tu n'as pas le choix, ça va ensemble de ce côté-là. Exactement. Puis, tu sais, ça demande à ce que justement ces staff AST aient la même curiosité que peuvent avoir les coachs. C'est-à-dire qu'un coach va quand même globalement toujours chercher à se renouveler, à trouver comment améliorer la performance de ses athlètes. C'est pareil, quand un staff AST est recruté dans une équipe, il a le devoir d'être curieux tout au long du cheminement avec cette équipe pour tester de nouvelles choses, proposer de nouvelles choses, avancer de nouvelles compétences, se former en permanence et être vraiment ouvert à tout ce qui te fait et pas enfermé non plus dans un rôle où ça y est, maintenant je suis en place, j'ai ma méthode, je vais appliquer ma méthode pendant les 10 prochaines années et puis ça devrait fonctionner. Je pense que oui, ça peut fonctionner quelque temps, mais il va y avoir très vite des limites à ça. Puis personne s'enrichit de ça là. Alors que si au contraire, il y a une curiosité, une émulation entre toute l'équipe là, au sens large vraiment de l'équipe, incluant même les HPD parfois, ça peut vraiment être bénéfique à l'équipe et à la performance à la fin là. Puis c'est une des raisons pour laquelle je voulais t'entendre en parler, parce que ce que je ressens à travers la communauté, puis moi je peux me permettre de le dire parce que j'appartiens pas vraiment à de groupe officiel en tant que tel, fait que je me promène un peu à gauche et à droite quand je parle aux gens, c'est que à certains moments, il y a des coachs qui pensent que la façon de fonctionner avec un AST, c'est juste, OK, je vais m'asseoir, je vais écouter ce qu'ils ont à me dire. Mais non, il y a du démarchage qui doit être fait de la part de l'entraîneur. Puis c'est un peu ce que tu as dit, c'est d'avoir une curiosité, d'aller poser des questions, de se préparer, puis d'être capable de bien exprimer ses besoins aussi. Exactement. Mais aussi de les amener avec nous, puis de s'asseoir, puis de co-créer le plan d'intervention. Que c'est pas juste une ressource qu'on consulte. OK, parfait, tu m'as donné ton avis, je repars de mon bord, puis je retravaille sur mon plan d'entraînement. Puis Exactement. La raison, c'est que je pense que les gens sont bien intentionnés, qu'on parle d'un entraîneur, d'un entraîneur, mais des fois, ils sont pas conscients que ça peut être fait différemment. Puis c'est là que c'est important de le nommer puis de le mentionner en tant que tel. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, à ça, j'ajouterais que il y a une nécessité
Bah, c'est ça, dans cette co-création, d'aller réfléchir ensemble et puis d'aller échanger sur le besoin. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas vrai que le scientifique c'est tout non plus. C'est pas vrai que le scientifique a la vision du contexte très large qu'a l'entraîneur. Et puis très souvent, c'est aussi un défaut qu'on a dans nos disciplines. On se dit, hey, moi je peux faire la différence. Quand j'étais avec l'équipe de patinage de vitesse, je pense que si je demandais à tous les staff AST de l'équipe qui étaient autour de la table, tous étaient capables de me dire, moi je sais ce qu'il faut faire pour qu'on aille gagner. Et puis c'est grâce à ma discipline qu'on peut avancer. J'exagère un peu là, il rigolerait peut-être si je disais ça, mais c'est un peu ça. Mais c'est pas loin de ça. Alors qu'à un moment, il y a aussi un contexte. Il y a un contexte très large qui fait que ce que tu amènes là, par rapport au reste du contexte, c'est peut-être pas prioritaire finalement. Ça va peut-être être cette option-là ou cette discipline-là qu'on va mettre de l'avant sur cette fois-ci, etc. Puis c'est là où je pense que le coach a un gros rôle à jouer. C'est que lui, il a cette vision du contexte un peu plus large. Puis c'est même là où les HPD ont aussi leur rôle à jouer. Il a la vision aussi financière, des budgets, etc., qui peut influencer fortement des décisions à la fin. Donc je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité aussi en tant que staff AST de se dire ok, j'ai pas tout le contexte, je pense que je peux aider là-dedans, je pense que je peux amener, et c'est là où le coach doit nous nourrir de contexte et doit échanger, puis doit être précis sur ses questions aussi, sur ce qu'il souhaite avoir là. Puis, ce que tu mentionnes là, ça me fait penser aux travaux de Milena Parent, qui a été sur le podcast, puis je me rappelle pas quel épisode, mais elle touche pas au sport de haute performance, elle touche au sport de haute performance, mais elle touche à la gestion des connaissances. Puis, tu sais, il y a un élément, je trouve, qu'avec ce que tu mentionnais, tu sais, qu'en tant que spécialiste, c'est très difficile d'être au courant de toute la situation. Mais comme on disait tantôt au début de la conversation, comme d'être capable de faire une bonne synthèse puis d'avoir accès rapidement à l'information de où est-ce qu'on en est, de qu'est-ce qu'on a fait avec les athlètes va devenir crucial parce qu'après ça permet aux gens de vivoter. Fait que je me demande si plus le temps avance, l'espèce de gestion des connaissances ou gestion du savoir historique d'un cas, d'une personne, va pas être de plus en plus crucial pour être capable de pivoter comme ça. Dernier de 3 sujets avant-gardistes ou dans lesquels je parlais des avancées scientifiques que je vais parler avec toi. Les personnes qui écoutent le podcast savent que ça m'intéresse personnellement, particulièrement depuis 2018. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. C'est la physiologie du sport au féminin. Ouais. Récemment, tu as participé, je vais utiliser les termes que tu as utilisés parce que ça me fait plaisir, à la co-création d'un document qui discute de la physiologie du sport au féminin. Puis, ce que j'ai compris en les branches, pas nécessairement de toi, mais quand on lit un peu le document et tout ça, c'est que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ça. Premièrement, je serais curieux de savoir pourquoi tu t'attardes à ça particulièrement en ce moment, puis pourquoi ça te fascine. Alors déjà, on va remettre à César ce qui appartient à César. C'est Guy Thibault, mon prédécesseur, qui est à l'initiative de ça avec des discussions avec Égal Action. Donc un grand merci à Guy pour avoir initié ça parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Puis je pense qu'on est tous convaincus qu'il y a un intérêt à aller vers ça. Pourquoi on s'intéresse à ça? Écoute, petite anecdote, je ne sais pas si on doit en rire ou pas, mais je pense que c'est dans les années 2010 lors d'un congrès de ICSS, donc le congrès européen des sciences du sport qui avait lieu, je ne sais plus à quelle époque, je pense que c'était en Irlande ou quelque chose comme ça, avec 2 collègues étrangers, un anglais puis un autre irlandais. Tiens, on s'est dit à la blague, là, autour d'une bière, on devrait compter combien il y a d'articles scientifiques qui traitent spécifiquement de l'athlète féminine, ou en tout cas qui incorporent des athlètes féminines dans leur échantillon de recherche. Puis ça date de 2010 à peu près, ou 2012, on a dû publier par là. Et on s'est mis à comptabiliser dans les principales revues scientifiques du sport, là, juste le nombre d'athlètes féminines. Et puis, on était à un nombre dérisoire, là. Donc c'était un peu un pavé dans la mare qu'on a lancé à ce moment-là, puis honnêtement, c'était vraiment fait de façon très à la blague, là, mais en même temps, on se disait, ouais, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Puis tu vois, aujourd'hui, on est presque 10 ans plus tard, là, puis il commence à y avoir une vraie emphase au niveau scientifique sur les publications. De plus en plus de publications s'intéressent aux femmes, etc. Donc ça nous a apparu important de se dire, OK, maintenant qu'on commence à avoir de la donnée scientifique, qu'on commence à avoir quelques évidences, ça va être le temps de réunir ces évidences pour en faire quelque chose de simple, je dirais pas simple, parce que c'est quand même une brochure où faut la lire, il y a un niveau scientifique. On parle de physiologie quand même. Voilà, on parle de physiologie, là. Il y aura sûrement d'autres étapes, beaucoup plus de vulgarisation après, à partir de ça, mais au moins poser les bases en se disant, voilà, sur les paramètres de la physiologie féminine, voilà ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà ce qu'on sait pas aussi, et voilà quelques idées reçues ou quelques sujets sur lesquels on pense avoir un avis, puis qu'en fait la science nous démontre pas que c'est tout à fait comme ça, là. Donc c'était vraiment l'idée de base, tu vois, d'aller là-dedans. Je te suis, puis donc quelles sont les grandes distinctions? La distinction entre la physiologie du sport au masculin puis la physiologie du sport au féminin?
Écoute, les distinctions, en fait, de plus en plus, je te dirais elles sont pas différentes des distinctions de si je veux entraîner un individu d'un autre. Donc, OK. pour moi, si je prends deux hommes, ils n'ont pas le même profil, ils n'ont pas le même bagage, ils n'ont pas la même expérience. À moins d'avoir des clones, je vais probablement être amené à individualiser beaucoup l'entraînement et puis à les entraîner différemment. Et une femme, c'est vraiment pour moi la même philosophie. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses sur lesquelles on va devoir adapter pour la femme, et puis à l'inverse, il y a des choses sur lesquelles on va devoir adapter pour les hommes. Par contre, euh, la chose qui est mal comprise, ou en tout cas qui est mal interprétée, c'est qu'il ne faut pas systématiquement non plus adapter tout parce que j'ai une fille devant moi à l'entraînement ou que j'ai un gars à l'entraînement. Euh, Intéressant. Beaucoup de coachs se posent de plus en plus la question, et je pense que c'est bon qu'ils se posent la question, c'est vraiment une belle aventure, mais ça leur crée aussi énormément de stress, énormément. Est-ce que je fais bien parce que j'ai une fille? Je ne sais pas comment je dois entraîner une fille. Est-ce que finalement je suis dans la bonne méthode, les bonnes choses? Est-ce que je fais les bonnes adaptations? 95% du temps, il n'y a pas besoin de se poser la question. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un corps humain qui fonctionne à 95% pareil et puis qui va répondre à peu près pareil au même stimuli. Et puis, l'autre chose qui est assez importante, c'est notamment la relation entre le cycle menstruel et les performances féminines. Là, c'est quelque chose que moi-même j'ai découvert, d'ailleurs je ne le savais pas en faisant toute la biblio, etc. C'est que finalement, on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que à certains moments du cycle, les femmes pouvaient avoir une performance qui était pas mal diminuée par rapport à d'autres moments du cycle. Or, on s'aperçoit qu'en lisant la littérature, la performance en tant que telle, à la fin, elle est très rarement diminuée. À l'exception de quelques athlètes qui auraient des douleurs ou qui auraient des choses comme ça qui sont vraiment handicapantes pour elles. Mais pour la majorité des femmes qui pratiquent, peu importe le moment de leur cycle, leurs performances sont à peu près identiques. En revanche, il y a un truc qui est intéressant, c'est que leur perception de la performance change à certains moments du cycle. Donc il y a certains moments du cycle, si on demande à l'entraînement, hey, comment tu penses que tu vas performer aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui ça va être 5 sur 10 alors qu'hier j'étais à 10 sur 10. Mais si on mesure leur performance, effectivement, en fait, elles vont avoir la même performance que la veille. Donc c'est assez intéressant, puis je pense, ça fait partie de l'éducation. Cette brochure, elle a aussi cette ambition-là, de se dire, OK, il y a la perception dont on doit tenir compte. Hein. L'idée, c'est pas de pas tenir compte de la perception, mais il y a la réalité de la performance aussi. Donc quand tu es à une compétition, t'inquiète pas trop finalement. Ça risque vraiment de très bien se passer. Et puis encore une fois, à l'exception des athlètes qui peuvent avoir des douleurs ou des choses un peu plus handicapantes. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Donc ça, il y a beaucoup de recherches là, ces derniers temps qui sortent dans les 2 dernières années là, qui les unes après les autres démontrent ça. Et c'est quand même assez intéressant parce que pour les coachs, c'est très rassurant pour eux de savoir cette information-là. C'est fou ce que tu viens de dire parce que dans les derniers jours, j'écoutais, je pense, un podcast, puis je me rappelle plus lequel, ça devait sûrement être Temps d'arrêt. Là. Non, j'écoute pas mon propre podcast quand même. Mais le point, je l'écoute, mais pas pour d'autres raisons. Mais le point avec ça, c'est de dire qu'il parlait, je sais plus si c'est les bains d'eau froide ou si c'est une autre méthode. Mais assumons que c'est les bains d'eau froide parce que puis l'exemple en tant que tel n'est pas super important, c'est plus le principe qui disait qu'en bout de ligne, ça n'avait pas d'impact sur la performance, ça avait juste un impact sur la perception de la performance. Ou comme, tu sais, un élément, je ne sais pas si c'est sur le sommeil ou sur ça, mais tu sais, des fois, on ne se rend pas compte que comment on se sent, puisque les capacités physiques qu'on va exprimer, c'est pas nécessairement directement relié. Puis ça, c'est important de ne pas l'oublier. Puis en même temps, ça peut inspirer puis donner courage aux athlètes en voulant dire que c'est pas à cause que tu te réveilles le matin puis que tu as l'impression que tu es de même. Ouais. Bon, il y a peut-être des spécialistes du sommeil qui nous diraient le contraire, ou en fait des personnes comme toi qui nous diraient que c'est le contraire, que ça va vraiment mal aller, tu sais, en tant que tel. Fait que c'est ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres différences que, justement, l'influence ou l'impact des périodes du cycle menstruel sur la perception? Parce que moi, j'entends les entraîneurs puis dire, OK, je suis dans un club d'arts martiaux, de karaté, je suis dans peu importe, un club de gymnastique. J'ai des garçons, j'ai des filles. Est-ce qu'il y a des choses que je dois adapter dans mon coaching ou prendre en considération que peut-être sont dans mon angle mort? En fait, pas dans le coaching directement, je pense. C'est OK. plutôt dans l'adaptation de l'environnement à l'athlète féminine. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire.
Bah, si on parle des menstruations, par exemple, si l'athlète féminine a ses menstruations pendant un tournoi ou pendant quelque chose, si les toilettes, sont à 10 minutes à pied, ça va être compliqué pour elle. Ça va être très compliqué, puis là, ça va la gêner dans sa performance. Là, ça va la gêner dans tout son environnement, son entraînement. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont de l'adaptation de l'environnement, qui sont pas nécessairement facilitantes, qui sont contraignantes pour l'athlète féminine et qu'un gars aura pas forcément comme contrainte. Il peut s'organiser différemment, puis c'est un peu plus simple, là-dessus. Donc je pense que pour le moment, on est plus là-dedans. Donc l'environnement, la prise en compte de l'environnement, s'assurer que l'athlète féminine ait un environnement qui soit adapté à elle pour pouvoir justement que ce genre de choses ne soit pas une contrainte pour elle et puisse le vivre tout à fait normalement. Mais en tant que tel, dans l'entraînement, en tant que coach, je pense qu'effectivement, il y a pas tant d'adaptation que ça à faire. Il y a des adaptations, c'est sûr que sur certaines choses, il peut y avoir des petites différences. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'immersion en eau froide, justement, ça fait partie de mes sujets de recherche, etc. Là. Et il y a une étude en 2014, je crois, par des Sud-Africains qui était assez intéressante, qui posait la question à tout l'ensemble des athlètes de haut niveau sud-africains. Il leur demandait de classer des méthodes de récupération, les unes de la plus importante selon eux jusqu'à la moins importante. Puis ils ont fait la comparaison homme-femme. C'était très intéressant parce que dans l'intérêt des méthodes de récupération, celle qui est pensée plus intéressante, on avait une vraie différence entre hommes et femmes à partir de la 3 ou 4e méthode. C'est-à-dire que les hommes, en gros, la 3 ou 4e méthode, c'était les bains froids. Les bains froids, je vais récupérer. Puis en premier, il y avait probablement la nutrition, sommeil, et puis 3 ou 4 bains froids. Chez les femmes, c'était passer un moment avec mes coéquipières pour discuter. Donc pour elles, c'était la récupération qui était prioritaire, notamment dans cette séquence-là. Donc je pense que c'est dans ce genre de choses où on doit adapter un petit peu certaines choses. Mais encore une fois, sur ces athlètes-là, c'était ça. Puis peut-être que si je pose la même question au Canada, j'aurais pas ça comme réponse. Donc c'est plutôt de l'individualisation à un groupe plutôt que d'individualisation homme-femme nécessairement dans ce cas-là. Puis c'est intéressant parce que ça fait 2 fois que tu soulignes, puis le message, j'ai bien compris que c'est vraiment d'individualiser plutôt que de séparer. Puis il y a une de mes collègues en psychologie sportive en Angleterre qui mentionnait, c'est un défi constant à l'individualisation parce que jusqu'à un certain point, on veut mettre les gens dans une boîte parce que ça simplifie les choses. C'est plus facile de dire, hey, il y a 300 personnes qui font dans telle boîte, 300 personnes qui font dans telle boîte, parce que c'est comme ça. Mais même s'il y a des similarités à l'intérieur de la boîte, il y a quand même plein de différences. Il faut trouver le juste équilibre à quel point qu'on individualise puis dire, OK, non, les 300 personnes qui sont dans la boîte de droite, ben, elles sont tous individuellement différentes. Puis c'est là que ce que tu renvoies, puis moi, ce que ça me souligne pour les entraîneurs qui sont à l'écoute, c'est de dire, est-ce que tu poses des questions et tu donnes un contexte de réponse qui amène les gens à exprimer librement ce qu'ils pensent. Parce que si tu as un club de n'importe quel sport, tu as 13 athlètes, tu as 9 gars, 4 filles, puis que là, tu poses la question, hey, qu'est-ce que vous préférez comme méthode de récupération? Voulez-vous qu'on aille faire un social avec un bon café ou voulez-vous aller faire des bains d'eau froide dans la rivière qui est pas loin? Puis là, OK, tous les gars, par exemple, si je généralise un peu les propos de l'étude que tu mentionnes en 2014, lève la main et là, parfait, on s'en va dans les bains d'eau froide. Ben, tu n'as peut-être pas fait ce qui était adéquat pour permettre aux gens d'exprimer librement leurs préférences. C'est ce que j'entends à ça. Fait que ça devient important. Puis je pense à des clubs de natation, je viens juste d'y penser, qui est souvent les hommes et les femmes ensemble. Ben, comme de voir comment est-ce que tu peux distinguer ça. Là. Puis probablement que les bains d'eau froide, là, c'est pas la méthode prisée de récupération pour le monde en natation parce qu'ils sont constamment dans l'eau froide, mais ça, c'est un débat pour une autre journée. Avant d'enchaîner dans les questions éclairs, parce que ça fait déjà un bon petit bout qu'on se parle, François, merci de ton temps. Une chose que j'avais oublié que je voulais te poser, mais que je m'en voudrais de raccrocher avant de t'avoir posé, c'est que si tu avais à revenir sur ton expérience lors des Jeux de Tokyo, qu'est-ce que tu en retires pour l'avenir? Puis qu'est-ce que tu dirais à la prochaine génération de membres étoiles d'une équipe de soutien intégré qui contribuent à un contexte de performance? Qu'est-ce que tu trouves qu'ils retiennent puis qu'ils gardent en tête lors des prochaines éditions des Jeux olympiques ou pour l'avenir du sport de haute performance? Écoute, c'est une belle question, mais Tokyo, c'était particulier, c'était le contexte de Covid, là, donc je pense pas que ça reflète la plupart des Jeux olympiques, mais c'est quand même un bel environnement. Non, ce que je retiens, c'est que y a pas grand-chose qui se passe comme tu as prévu. Puis ça, je pense qu'on le sait tous, mais on veut pas forcément l'accepter ou le voir jusqu'à temps de le vivre. C'est-à-dire que tu fais des beaux plans, tu fais des belles séquences, etc. Et en fait, tu crées juste un contexte qui peut être favorable à ça. Tu augmentes la probabilité de gagner, mais c'est pas une certitude, ou c'est pas une certitude que le plan il va se passer comme prévu. Puis tu sais, Tokyo, c'était ça, puis la Covid en tant que telle même était ça. Mais
il y a eu, on avait prévu plein de choses et puis tout ne s'est pas passé comme c'était prévu. Les athlètes réagissent pas forcément comme tu l'as prévu. Le combat ne se passe pas comme tu l'as prévu. Moi, j'étais avec la boxe et puis tout s'est pas passé comme on l'avait prévu. Globalement, dans les grandes lignes, oui, mais dans le détail, c'est beaucoup plus complexe. Puis après, il y a les jeux, effectivement, comme n'importe quel événement majeur comme ça, il y a tellement d'artifices autour et de choses autour que ça rend tout un peu plus fou, là. Bien que le Comité olympique canadien fait ça vraiment bien pour pouvoir justement qu'on reste dans notre bulle, etc. On est hyper bien accompagné, ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le conseil, ce serait attends-toi à ce que ça soit pas comme tu l'avais prévu, mais prépare-toi justement à avoir des solutions de secours. Et puis, moi, mon rôle notamment dans une équipe là-dedans, c'est que c'était un peu aussi d'être couteau suisse. C'est-à-dire que d'être capable, tu vois, quand il y a un enjeu, d'essayer de l'adresser. Quand il y a un imprévu, d'essayer de trouver une solution et puis de s'adapter rapidement à ça. Ça ne veut pas dire que je m'improvise nutritionniste ou ça ne veut pas dire que je m'improvise psychologue ou préparateur mental, mais très vite de reconnaître l'enjeu là-dessus pour contacter justement le préparateur mental ou le psychologue ou le nutritionniste, pouvoir faire le lien et puis s'assurer que la situation elle soit vite répondue. Et puis être capable aussi de traduire entre ce que voit l'athlète et puis ce que voit le professionnel afin de trouver le match entre les deux et puis gagner du temps. Donc il y a aussi ce côté-là, je pense que c'est un des rôles des membres SI. On est pas nombreux parce qu'on peut pas avoir 50 000 accréditations, etc. Donc souvent il y en a un ou deux. Puis ça, ouais, ce serait le fun, mais ce serait pas évident à gérer non plus. Mais voilà, c'est un peu cette idée, c'est être capable d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et donc ça veut dire aussi que en tant que staff AST, il faut être curieux des autres disciplines. C'est-à-dire que moi, je me dois d'être curieux en nutrition, en psychologie, en sociologie. Tout ça, ça m'intéresse. Et puis, j'ai un niveau de base, là. Je suis pas du tout un expert, mais au moins, quand je parle à un psychologue, je comprends vraiment de quoi il me parle et je suis capable de faire le pont entre les deux. Sans jouer son rôle, sans s'improviser à sa place, mais au moins, ça facilite le pont et ça facilite l'identification de certaines situations. Donc c'est ça aussi. Je pense que le staff AST doit pas se contenter de sa propre discipline. Dans le sport de haut niveau, en revanche, je parle pas d'un chercheur à l'université ou de quelqu'un comme ça, mais ça, c'est une des forces d'être capable d'être curieux de tous les autres domaines pour pouvoir vraiment répondre adéquatement aux situations. Et je reviendrai sur un point que tu as mentionné tout à l'heure, d'être capable de fournir des solutions rapidement. Parce que je ne sais pas si tu l'as dit explicitement ou c'était l'idée générale, mais de dire, OK, on arrive avec un problème avec l'athlète X et l'entraîneur A a besoin de augmenter sa motivation. Ben, toi, en tant que membre de l'équipe de soutien intégré, ta solution pour accélérer tout ça, puis t'adapter justement, c'est de dire, OK, avec Jonathan Trudel ou Valérie Potvin, eh bien, voici la solution A, B, C. On pourrait faire un journal, on pourrait peut-être faire une marche en forêt pour discuter de ces enjeux motivationnels, Exactement. ou C, on s'en va gamer X. Je donne des exemples X, mais de dire, puis tu sais, quand on parlait tout à l'heure de ton rôle en tant qu'équipe de membre de soutien intégré, ben, c'est de dire, hey, l'entraîneur, l'athlète ont un enjeu. Est-ce que je suis capable d'arriver avec un éventail de solutions qui pourraient aider à ce problème-là, puis qui va nous aider à... Parce que comme ça, de cette façon-là, on sauve du temps à tout le monde et on aide à progresser et on est flexible en fonction de la situation ou du contexte dans lequel on opère. Tu sais, ce qui était un enjeu particulièrement dans les Jeux de Tokyo. Là. Exactement. Puis tu augmentes en plus la confiance de l'athlète et de l'équipe autour de toi. Et puis ça c'est important là. La confiance est clé dans notre environnement. Là, on travaille quand même avec des humains au quotidien, donc c'est important. Donc avoir cette capacité d'humilité de se dire, OK, il y a ça comme option, ça repose sur les connaissances de tel ou tel expert. Voilà ce qu'on a. C'est très efficace au quotidien. Là. Ouais. Ben, tout à fait. Puis ça m'amène dans les questions éclairs, François, comme je t'ai déjà dit il y a quelques instants. Première question, si tu peux retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ça serait quoi? En fait, ce serait ce que j'ai fait depuis le début, là, c'est continuer de rêver. Continuer de rêver qu'on peut avancer loin, qu'on peut atteindre ses rêves. Tu sais, moi, mon rêve, c'était d'aller aux Jeux Olympiques. Ben, en y rêvant, finalement, je les ai vécus, là. Puis je pense qu'on peut on peut avoir vraiment de l'ambition et réussir à aller loin. Même des choses qui paraissent impossibles aujourd'hui, je pense qu'on peut les amener plus loin. Donc, à mon mois d'il y a quelques années, là, pas mal d'années maintenant, là, c'est ça. Je dirais continue de rêver, continue de croire que tu peux y arriver, continue de croire que tu peux aller au bout de ton rêve et ça va arriver, ça va forcément arriver. Super. Ben, on garde ça en tête.
Si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un arena ou dans un stade où il y a un combat de boxe, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? Écoute, il y a plein de citations quand on en avait parlé là, il y en a plusieurs qui me venaient en tête, mais il y en a une de Claude Fauquet qui a été une sorte de HPD en France en natation, puis qui a fait vraiment passer la natation française dans un autre niveau il y a déjà plusieurs années. C'était humilité pour soi, ambition pour les autres. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est l'idée que soit il faut vraiment continuer à rester humble, à se questionner, à pas s'asseoir sur ses certitudes, ses convictions. Il faut en avoir, mais il faut aussi les questionner pour soi régulièrement. Et par contre, il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux pour les autres. Faut vouloir aller loin avec l'équipe parce que je pense que si on se donne pas des objectifs ambitieux, on n'ira pas plus loin que l'objectif qu'on s'est donné. Donc avoir cette ambition en équipe, avoir cette ambition pour nos collègues, pour les gens avec lesquels on travaille, pour les athlètes, je pense que c'est important parce que c'est ça qui va nous amener très loin. Je crois pas qu'il y ait un athlète olympique qui soit champion olympique sans avoir rêvé d'être champion olympique. Ça arrive pas comme ça là. Donc il a eu l'ambition à un moment d'être champion olympique. Pour le réaliser, il faut que tu y penses en premier, en bout de ligne. Exactement, je pense. Ouais. Et là, question inédite, tu pourras dire merci. On ne nommera pas la personne qui m'a aidé à concevoir ces questions-là, mais il a participé à l'épisode 92 de Temps d'arrêt, mais on ne le nommera pas. Donc, j'aime bien le jeu Start Bench Cut, comme tu as peut-être déjà entendu. J'ai 3 options pour toi. Il faut que tu classes ces options-là entre partante, sur le banc ou coupée. Et là, je veux que tu choisisses en fonction de la vie que tu préférerais. OK? Où est-ce que je vais dans ce sens-là? C'est dire option 1. Tu peux faire ce que tu veux pour le reste, mais tu as seulement le droit à un même modèle de souliers, de running shoe, pour le reste de ta vie, parce qu'apparemment, on collectionne les running shoes de ton côté. Option B, pour mesurer l'entraînement, tout ce que tu as accès, c'est une Apple Watch sans cardio-fréquence-mètre pour le reste de ta vie, mais tu peux avoir autant de souliers que tu veux. Ou C, pour ton entraînement personnel, juste du CrossFit comme méthode d'entraînement pour le reste de ta vie, mais tu peux avoir tous les gadgets, tous les appareils de mesure que tu veux, puis tu peux avoir autant de souliers que tu veux. Laquelle des options est partante, laquelle qui est sur le banc et laquelle qui est coupée de ta vie? Voilà, elle était bien renseignée. Impressionnant. Je pense que partante, j'irais mettre l'option CrossFit probablement. Puis j'irais sport en général en fait. Tu vois, le fait de pratiquer sport. Donc ça je garderai absolument là, c'est important pour moi. Ce que je couperais parce que je pense que je peux m'en séparer à un moment, c'est les chaussures. OK, ça va surprendre quelques personnes à l'INS. Ouais. C'est ça ce que j'ai entendu. Je pense que je pourrais y arriver. Par contre, la technologie, je la garderai quand même un petit peu là. C'est certain que je suis un peu un geek là-dessus, puis que ça m'intéresse beaucoup là. Donc, mais clairement, ce que je garderais en priorité, par contre, ce serait le sport. Ouais. Intéressant. Puis Apple Watch ou Garmin Phoenix ou Forerunner, tout ça, si tu avais à choisir entre les deux? Écoute, moi, c'est Apple Watch et Ultra, parce que justement, l'idée pour moi, c'est d'en avoir le moins possible sur soi, puis d'avoir le maximum d'informations. Donc, écoute, avec la marge d'erreur dont j'ai besoin à mon niveau, c'est largement suffisant là. OK. C'est pas une question de précision scientifique, c'est vraiment une question de convenance pour la vie de tous les jours. Exactement. Puis ça, je pense, c'est petit aparté là, mais c'est je pense, un enjeu de toutes les technologies actuelles, c'est que si ça devient une contrainte là, et puis qu'il faut appuyer sur 15 boutons ou quoi que ce soit, penser à ça là, c'est pas adopté là. Alors que si c'est totalement transparent, qu'on n'a rien à faire et qu'on a les infos, il y a plus de chances que ça reste là. Puis il y a 2 courants de pensée là-dessus. Hein. Tu as le courant de pensée comme un appareil technologique pour toute l'information où ton PC fait une chose, ta tablette a fait une chose, ton téléphone fait une chose. Il y en a qui aiment compartimentaliser. Puis honnêtement, moi, je ne sais pas encore sur quel pied danser. En ce moment, en fait, je sais de quel côté je suis. PC fait une chose, laptop fait une chose, tablette fait une chose, ma montre a fait une chose. Mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne réponse encore. Mais bref, il va falloir expérimenter avec tout ça. François, merci de t'être prêté au jeu, plus particulièrement pour la dernière question. Merci de ta participation. Je te laisse peut-être le mot de la fin et comment est-ce que l'auditoire peut te rejoindre si jamais ils ont des questions?
Bah, écoute, les gens, d'abord merci, un grand merci pour ça. C'était une conversation super intéressante. Puis bravo pour ton podcast aussi, je suis un grand fan. Écoute, comment les gens peuvent me joindre? C'est assez simple, soit via le site internet de l'INS, là, avec l'adresse INS, ils n'auront pas de mal à me trouver. C'est assez simple, ils m'envoient un mail et puis ils peuvent me poser des questions. Je tenterai d'y répondre le plus rapidement possible si elles sont dans mes cordes, mais ce sera avec plaisir, ouais. Puis juste ce que tu as mentionné un peu à travers l'épisode, c'est de référer aux gens qui ont peut-être la réponse. Puis ça, pour moi, là, quand on entend une personne dire « Hey, regarde, il faudrait davantage parler, comme tu disais tantôt, à Nicolas Bourrel », ben pour moi, c'est un bon signe de crédibilité, puis de compétence, puis de connaissance, puis on devrait avoir confiance envers ces gens-là. Exactement. Puis parce que ça démontre qu'on est conscient un peu de nos expertises, nos forces, nos faiblesses. Puis ça, pour moi, ben, c'est un gage de confiance, puis c'est un gage de rigueur là, quand on parle à quelqu'un. Fait que bravo pour cette approche-là. Je suis pas surpris qu'un François ait cette approche-là pour faire une joke de papa. J'ai le droit à 3 par épisode, comme mes amis ils disent, pour ça. Fait que là-dessus, tout le monde, merci beaucoup d'avoir... Ben, François, merci d'avoir été avec moi. Merci à toi. Tout le monde, merci d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt, et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de ma conversation avec notre invité aujourd'hui lors de Temps d'arrêt. Et j'ai 2 petits messages pour toi avant que tu quittes. 1, je tiens à remercier l'Université du Québec en Outaouais pour rendre tout ça possible. Deuxièmement, à tous les auditrices et les auditeurs, j'ai un petit rappel avant votre prochaine pratique ou votre prochain projet. Est-ce que vous voudriez recevoir une fois par mois une petite réflexion de ma part par courriel qui inclut les épisodes de Temps d'arrêt ainsi que quelques petits trucs et astuces pour le coaching en partant de la science du sport? Est-ce que tu aimes ça? Challenger tes idées. Bien, si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt avec Coach Frank, dans laquelle je vais te partager les derniers épisodes de la balado, les dernières idées que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités qui sont pertinentes en lien avec le coaching. Je résume tout ça dans un petit courriel qui va arriver dans ta boîte une fois par mois. Puis si tu veux recevoir ça, visite le site coachfrankphd.com dans un mot, ou un de nos médias sociaux et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Le but, c'est de vous aider et de vous challenger dans vos idées. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.